va commencer. J'ai le plaisir de modérer ce panel et de vous présenter un petit peu les parties prenantes et les intervenants qui vont vous donner des exemples pratiques de comment aider les PME et les ETI à décarboner, mais aussi à pratiquer, à mettre à grande échelle la circularité dans les entreprises. Et puis bien sûr, le cœur du sujet, comment ça se mesure. Peut-être un petit mot de présentation. Moi, je suis le fonds d'investissement sur ce panel, puisque nous avons des entrepreneurs. Nous avons l'étude des pouvoirs publics avec le CNRS, avec une chercheuse qui va nous donner un petit peu de hauteur justement sur cette question-là. Et moi, je serai modérateur et au besoin, le point de vue investisseur, puisque je consacre 100% de mes ressources en tant que family office à investir dans des climate tech. Alors avec nous avons Elsa Schei, fondatrice et cofondatrice d'une entreprise qui s'appelle Open Climat, qui vous dira un peu plus tard ce qu'elle fait, et qui a eu le plaisir, non dissimulé je crois, d'avoir une pleine page dans La Croix ce matin, avec notamment le baromètre qu'ils ont sorti récemment sur quelles sont les entreprises qui ont les meilleures trajectoires bas carbone. À sa gauche, Antonin, qui est cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Carton Vert. Donc là, on quitte le code et on est dans le dur, avec comment, mais il vous expliquera ça plus tard, comment ce déchet que nous recevons tous quand on a un colis Amazon ou d'un autre prestataire, qu'est-ce qu'on en fait, et notamment à grande échelle, qu'est-ce que les entreprises B2B qui reçoivent des centaines de cartons tous les jours peuvent en faire. Est-ce que c'est un déchet ou est-ce que c'est un matériel? Ensuite, Noël Boza, fondateur il y a déjà maintenant 5-6 ans d'une très belle start-up backée par la BPI et notamment par moi, mais ça c'est une autre question, et qui a mis en place un logiciel pour justement pas seulement mesurer l'impact, mais aussi agir pour l'impact, et vous expliquera ça avec moi. Notre chercheuse, Nadine Lebrato, CNRS, qui va justement nous connecter le in concreto des startups avec le big picture des politiques publiques. Y compris la réindustrialisation. Qu'est-ce que ça veut dire la réindustrialisation? C'est-à-dire plus de carbone, moins de carbone, mais je ne peux pas déployer le sujet, juste faire teaser. Et enfin, Circular Place, avec un logiciel sur comment augmenter la circularité et notamment la durée de vie des équipements. Donc on a des situations très différentes, des solutions très concrètes pour que les PME, les ETI et puis on va dire parfois même les grands groupes passent aux choses sérieuses, passent les choses à l'échelle. Et je dirais qu'il faut à la fois des grands groupes, on en a vu plein dans la salle principale ce matin, mais il faut aussi l'étincelle d'innovation et puis éventuellement aussi l'encouragement par les pouvoirs publics. Peut-être Elsa, honneur aux dames. Alors comment est-ce que toi, concrètement, tu aides la décarbonation dans ces deux sujets, décarbonation et circularité, et concrètement, comment tu pousses les gens à l'action? Merci Pierre-Étienne. Je vais commencer par me présenter. Donc Elsa, moi je suis la cofondatrice d'Open Climat. Avant ça, j'étais côté conseiller en stratégie sur les sujets climat pour des grands groupes. Et c'est là en fait que je passais mon temps à éplucher des rapports qui étaient tous plus incompréhensibles et incomparables les uns par rapport aux autres. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un manque d'information en fait, qui freinait l'action. Parce qu'en fait, sans information, je ne peux pas aiguiller les décisions de gens qui ne sont pas experts et qui pourtant sont décideurs pour orienter leurs choix. Et donc c'est à ce moment-là qu'est né Open Climat, qui est un référentiel ouvert pour permettre aux entreprises de partager leurs actions là où elles en sont, ce qu'elles mettent en place pour mobiliser leur écosystème. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Avant de venir, moi j'ai relu attentivement le thème, donc comment la décarbonation et la circularité peuvent changer le monde et se mesurer, et si je peux me permettre, j'ajouterais se mesurer et se partager pour amplifier son impact et pour mobiliser son écosystème. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les efforts des PME et des ETI, ils doivent être connus et reconnus de leur écosystème pour être valorisés, pour être amplifiés. Je précise que Open, vous le dit, Climat est un site public et gratuit, donc vous pouvez l'écouter tout en allant regarder le site Open Climat. Et comme ça, vous pourrez voir les bonnes notes et les mauvaises notes qui s'attribuent à tel et tel grand groupe. Voilà. Mais c'est surtout un partage de best practice qui te rend la parole. Exactement. Et en fait, sur ce besoin de mobiliser son écosystème, en fait, c'est déjà une demande de l'écosystème des entreprises. En fait, le sujet carbone, c'est encore des seuls sujets sur lesquels les intérêts de tous sont alignés et les destins sont liés. C'est-à-dire que ton carbone et mon carbone. Donc concrètement, je suis une PME, une ETI. Moi, mes clients B2B, ils vont me demander eux, ils doivent se décarboner et ils vont se demander si c'est avec nous qu'ils peuvent le faire, si c'est avec telle PME, telle ETI qui vont le faire. Donc, ils vont voir si vos objectifs
sont alignés avec les leurs. Donc en réalité, peut-être que tu peux introduire la notion de scope 1, 2, 3, pour ceux qui ne le connaisseraient pas déjà. C'est ça, On est inclusif. C'est ça. En réalité, quand moi je suis un grand groupe, admettons Bouygues, je travaille avec des PME ETI, vous êtes dans mon scope 3. Le scope 3, c'est ce qu'on appelle toute mon empreinte carbone liée à ma chaîne de valeur, donc y compris mes fournisseurs. Donc en réalité, quand moi je suis un grand groupe qui est soumis à une réglementation bien avant les PME ETI, en cascade, les plus petites entreprises vont être soumises à cette régulation parce qu'eux vont devoir piloter leurs fournisseurs. Donc bien avant que la CSRD ne s'applique à vous, eux, ils intègrent déjà ça dans leurs critères de choix. Ils ont besoin de savoir si vous avez fait une première mesure, si vous avez mis en place des plans de transition, etc. Et ça, aujourd'hui, c'est déjà intégré en fait dans leur business, c'est-à-dire que dans les appels d'offres, avant c'était 5% du poids, aujourd'hui c'est 20-25%. Et au niveau de la distribution, notamment on travaille avec des grands distributeurs comme Auchan, Leclerc, etc. Ils forment leurs acheteurs pour intégrer ces sujets-là dans les négociations commerciales avec les marques. Donc c'est un sujet en fait qui relie le business et le climat, et ça en réalité c'est la seule façon d'avoir une dynamique vertueuse et écosystémique pour vraiment faire accélérer tout l'écosystème. Et maintenant que je vous dis tout ça, comment est-ce qu'on fait pour mobiliser ces parties prenantes ? Donc nous, ce qu'on fait avec Open Climat, c'est permettre aux entreprises d'avoir un endroit où je partage mes infos, là où j'en suis, ce que je mets en place, de façon fiable, de façon crédible, pour toucher toutes mes parties prenantes. Et donc en fait, ça passe par la transparence de l'entreprise, mais il faut le faire de façon efficace. On sait que les PME, elles ont des petites équipes, et l'objectif, c'est de passer son temps à agir plutôt qu'à reporter. Donc la communication doit être vraiment efficace et doit être utilisable par mon écosystème. Et simplifier, le mot à la mode, reporter une seule fois et pas 50 fois. Exactement. Donc concrètement, les entreprises avec qui on travaille, les PME ETI, elles partagent une seule fois sur la plateforme. On a par exemple Brevo, Vestiaire Collective, Celency, des cabinets de conseil, etc. Et nous, on va être en charge de créer les ponts avec tout l'écosystème qui va se référer à Open Climat et qui va intégrer ces données-là directement dans leurs objectifs à eux. Par exemple, côté talent, on travaille avec des plateformes d'emploi comme Job Teaser, Jobs That Make Sense, pour un réveil écologique, pour toucher les talents. Les clients B2B, bien évidemment, on en a parlé pour piloter leurs fournisseurs. Des médias aussi, tu en as parlé Pierre-Étienne, qui commencent à monter en compétence sur ces sujets-là et mettre en avant les entreprises qui agissent. Donc il y a un vrai intérêt en fait à créer un avantage concurrentiel lié à l'action de l'entreprise. Et je vais juste finir, je sens que je prends un petit peu de temps, mais je voulais juste conclure en disant que sur ce sujet, c'était nécessaire de changer de prisme en fait sur la transparence. Parce que oui, il faut y accorder du temps. Oui, on n'a pas l'habitude de communiquer en admettant qu'on a des progrès à faire, mais c'est aussi le meilleur moyen d'accélérer collectivement avec votre écosystème qui vous le demande déjà. C'est un moyen en fait de driver la préférence chez vos clients, d'attirer les meilleurs talents, de rendre fiers vos employés et d'aussi tirer toutes les entreprises moins matures que vous vers le haut en partageant les bonnes pratiques. On n'a pas le temps de réinventer la roue, il y a des leviers qui existent, il faut y aller. Et en fait, aujourd'hui, la transparence, elle est encore trop perçue comme un enjeu de compliance et de reporting. Et ça, oui, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Enfin, le train, il est en marche, le train de la CSRD, demain de la CS3D. Donc, soit vous essayez de courir après, soit vous faites en sorte d'en tirer un bénéfice, de prendre un coup d'avance et de prendre en fait votre place dans ce marché qui est... dans ce monde qui est en transition. Voilà, bah peut-être pour mettre un petit peu de contexte complémentaire, en fait, cette notion de scope 3 comme investisseur dans la circularité et la décarbonation, on le voit partout. C'est-à-dire que l'intelligence, je pense, du Green Deal, ça a été de dire, en fait, il faut qu'on décarbone non pas telle ou telle entreprise ou telle taille d'entreprise, mais toute la chaîne. Un grand groupe, il y a plus de salariés, il y a plus d'empreintes carbone sur les PME qui sont plus petites, pas individuellement, mais collectivement. Et donc voilà, et on peut croire, et c'est un peu le biais qu'on voulait tuer sur ce panel, on peut croire que les PME seront concernées par la CSRD que dans 4-5 ans, mais comme à la fin de l'année 2024, début 2025, les grands groupes doivent publier, CSRD oblige, doivent publier leur rapport extra-financier,
ils vont mettre progressivement, on ne peut pas dire dès maintenant, une forte pression, un devoir, parce que s'ils ne décarbonent pas leurs fournisseurs d'une part, leurs distributeurs aussi, l'amont et l'aval, alors leur scope 3 ne baisse pas et ils seront sanctionnés. D'accord ? Donc on peut croire que c'est que pour les grands groupes, puis les grosses ETI, puis ça va redescendre aux PME de plus de 250. Dès aujourd'hui, puisqu'ils reportent en 25 sur 24, dès aujourd'hui, ils vont commencer ça. Et c'est là où il vaut mieux avoir une approche offensive de vouloir plutôt qu'une approche défensive de subir. Merci beaucoup. Et on pourra revenir éventuellement sur ce que vous faites. Antonin, donc carton vert, là on est dans l'industriel, on est dans les biens, on est dans la circulation et la logistique au charbon. Grosse empreinte carbone. Qu'est-ce que toi concrètement, avec ton associé, tu as mis en place ? Merci Pierre-Étienne. Donc oui, moi c'est Antonin Murillard de chez Carton Vert. Et en fait, avec mon associé Romain Dupuis, on a créé une nouvelle filière il y a un peu plus de 3 ans, qui est celle du réemploi des cartons. Donc on pourrait se demander pourquoi les réemployer alors qu'ils sont déjà recyclés. Donc oui, grosse question. Et en fait, quand on part du constat, on voit aujourd'hui qu'il y a 5 millions de tonnes de carton jetées chaque année en France après avoir servi une seule fois. Donc 5 millions de tonnes, pour vous donner une idée, ça fait environ 10 milliards de cartons en unité. Et dans l'industrie, où il y a les plus gros gisements, ces cartons, ils sont encore en excellent état une fois qu'ils ont servi. Ils sont ouverts, mis à plat et ensuite malheureusement détruits. Alors nous, avec Romain, on s'est dit, il faut arrêter, c'est pas possible de continuer comme ça, parce qu'on a un matériau qui est très facilement réemployable. Donc on s'est mis à les collecter chez les grands industriels. Donc là, pour le coup, grandes PME et ETI, les grands groupes, parce que c'est eux en fait qui vont bien sûr recevoir le plus de cartons, donc leurs emballages, leurs matières premières, des choses comme ça. Et c'est chez eux qu'on peut avoir tout de suite un impact très concret et très fort. Donc pour vous donner un exemple, on a récupéré 100 tonnes de carton l'année dernière chez Longchamp. Donc Longchamp, c'est bien connu, avec leurs sacs, leurs porte-monnaie, etc. Donc c'est 100 tonnes de déchets en moins pour eux, et c'est un petit billet de 20 000 € aussi en rémunération, alors qu'avant ils perdaient de l'argent avec le recyclage. Donc bien sûr, il y a l'aspect financier qui compte, mais pas que. Et ensuite, en aval, donc chez les clients, on a un exemple d'Alliance Automotive, donc, qui est un des plus grands répartiteurs de pièces automobiles en France, qui a acheté l'équivalent de 230 000 € de carton chez nous l'année dernière, avec une économie de 30 000 €. Donc quasiment 15% d'économie par rapport au carton neuf. Donc tout ça pour vous montrer qu'en fait, c'est quelque chose qui est extrêmement efficace et concret. Donc on les récupère chez ces industriels, on les collecte, on les trie, en insertion parfois, et ensuite on les revend pour une deuxième vie. Mais il n'y a pas du tout de traitement, de destruction, de quoi que ce soit, c'est juste de l'huile de coude, on refait des belles palettes et ça repart. Donc il y a beaucoup d'avantages à ça. Tout carton réemployé n'est plus un déchet. Donc pour tous ces grands groupes, en termes de RSE, de CSRD aussi, c'est tout de suite des avantages parce que, par exemple, avec UPSA, on a commencé là en janvier, on a déjà récupéré 30 tonnes en un trimestre, c'est 30 tonnes de déchets en moins tout de suite. Donc là, il n'y a vraiment pas trop de questions à se poser, en plus de la rémunération. Et bien sûr, il y a cette loi, l'alignement avec la réglementation, qui fait que pour nos clients, tous ceux qui sont metteurs en marché d'emballage, d'ici 2027, c'est 10% de taux de réemploi dans tous les emballages mis en marché. Et là, sur toutes les tailles d'entreprise. Donc, comme disait Pierre-Étienne, aujourd'hui, c'est les grandes entreprises, mais demain, ce sera tout le monde. Donc, autant s'y mettre maintenant, c'est pas beaucoup plus difficile que d'acheter des cartons neufs de toute façon, quand on parle de notre activité en tout cas. Et en plus, ça devient un centre de profit, puisque les gens qui te donnent les cartons ne te les donnent pas en fait. Avant, non, on les rachète mieux, oui. Avant, ils les jetaient et ça leur coûtait quelque chose. Et maintenant, tu leur rachètes et ça fait un centre de profit. Oui, c'est sûr que si c'était plus coûteux, ce serait plus compliqué à mettre en place. Donc pour l'instant, c'est extrêmement intéressant financièrement. Après, à voir selon les avancées de la loi et les choses qui vont se passer, mais c'est sûr que c'est très intéressant. Donc maintenant, si on veut parler vraiment d'impact concrètement, nous, on a choisi 4 indicateurs qui sont très parlants. Donc le premier, c'est le CO2, bien sûr, vu que tout le monde en parle. Donc là, on a fait faire une étude par un cabinet indépendant qui est spécialisé dans les émissions de CO2 évitées, et en fait, qui a comparé le schéma une utilisation de carton et le schéma carton vert avec 2 utilisations. Donc là, je ne parle pas de rotation avec plusieurs utilisations, on est juste avec une deuxième utilisation pour l'instant. Et on a fait le constat que par tonne de carton réemployé, c'est 1 tonne de CO2 évité, tout de suite. Donc c'est très très efficace parce que c'est du 1 pour 1, ce qui nous a un peu choqué, même le cabinet eux-mêmes. Et en fait, pourquoi ? Parce que nous, il ne nous reste que le transport,
mais la fabrication et le recyclage, ça coûte énormément en CO2. On a aussi la ressource en eau. Donc par tonne de carton, on est à 150 000 litres d'eau sauvegardée. Donc là, c'est encore une fois assez énorme. Les économies d'énergie, donc on est à plus de 4000 kWh d'énergie sauvegardée également par tonne de carton, et on est à un peu plus de 5 arbres. Donc tout ça pour vous dire que depuis 2020, on a fait 1400 tonnes de carton à employer. Donc ça correspond à 1400 tonnes de CO2 évitées, ce qui est environ 7 300 000 km en voiture, pour vous donner une petite image. On a plus de 200 millions de litres d'eau sauvegardés, ce qui fait la consommation en eau de presque 4000 personnes sur une année entière, et plus de 6 millions de kilowatts en énergie économisée également. Donc là, on est à peu près à 3000 personnes en termes de consommation annuelle. Donc, les indicateurs d'eau, énergie et arbres, c'est des partenaires anglais qui ont fait faire ces études avec une université en Angleterre. Et le CO2, donc nous, c'est avec nous en France. Et en fait, ces indicateurs sont extrêmement forts, extrêmement parlants. Et c'est la preuve que il y a plus qu'à avancer. Et peut-être pour avancer justement, Ouais. à horizon 2030 ou un autre horizon, combien de centaines de milliers ou de millions de tonnes carbone tu veux économiser à la planète et voilà, et je crois que tu viens de faire une levée de fonds avec la Caisse des dépôts et consignations, avec la Banque des Territoires. Ouais. Grâce à cette levée de fonds, quelle peut être l'ambition de Carton Vert pour passer à l'échelle? Ouais, parce que c'est vrai qu'on a un gros problème, c'est qu'on est le seul acteur du marché pour un truc qui a un potentiel énorme. Donc c'est presque un luxe, mais en même temps, on doit aller très très vite, mais on est tout seul. Donc c'est pour ça qu'on a levé des fonds. On veut s'implanter dans plusieurs endroits de France pour optimiser les transports et la supply chain. Mais ouais, l'idée, là, cette année, c'est de faire 2000 tonnes de carton, donc de CO2 évité. Mais l'objectif 2030, c'est 100 000 tonnes. Sachant qu'on est toujours sur 5 millions de tonnes en tout. Donc 100 000 tonnes, ça reste une minorité. Mais voilà, on veut aller très vite, mais on a un problème de visibilité qui fait que juste notre filière n'est pas visible aux yeux de tout le monde, des autorités, des industriels. Soit on a un emmerdement concurrentiel, on a des concurrents, mais au moins on est plusieurs à éduquer le marché. Soit on a un problème de pédagogie et il faut dépenser beaucoup d'argent pour faire la pédagogie du produit et de la création de toute la chaîne de valeur. C'est bien ça? C'est ça. Mais on a déjà des grands groupes comme Andros qui nous ont rejoints, Labeyrie, Sojasun, Metro et Colissimo aussi qui sont des clients. Donc voilà, il y en a qui ont passé le pas, qui ne sont jamais revenus en arrière parce que bien sûr il n'y a que des avantages. Mais ce n'est pas suffisant, il faut aller beaucoup plus vite. Il faut que cette filière soit vraiment reconnue et imposée dans la mesure du possible, parce que le recyclage a été très longtemps considéré comme la panacée. Le carton n'a pas été considéré comme quelque chose qu'on peut réemployer en tant que tel, alors qu'il y a un potentiel énorme et on est là pour ça, mais voilà, on espère que ça va aller de plus en plus vite. C'est carton plein. C'est ça. C'est vert en tout cas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, c'est pas encore ressorti, mais il y a beaucoup de dynamiques d'information. C'est-à-dire que ELSA et le site Open Climat est dans l'information. Et ce qui est moins passé pour Antonin, c'est qu'en discutant avec eux pour préparer ce panel, pour beaucoup, c'est d'aller voir les manutentionnaires dans les entrepôts et leur dire avant, tu déchirais ton carton. Non, regarde, on va te montrer comment avec un petit cutter, tu peux pas déchirer le carton. Et comme ça, il peut faire 2, 3, 4, 5 cycles en plus. Donc c'est là où on peut voir qu'en fait, il y a un truc très bête, c'est éduquer, informer et changer ces petits gestes qu'on nous a enseignés il y a très longtemps. Et l'un fait un site internet, l'autre des cartons, mais en fait, cette problématique d'éducation et de se rééduquer est centrale. Mais il faut vraiment que ça vienne d'en haut chez les grands groupes et qu'ils imposent ça aussi, parce que c'est sûr qu'on a un gros problème de temps long, et pour passer la seconde, voilà, faut s'il doit aller voir tous les manutentionnaires sans lien hiérarchique, c'est moins efficace que si le DAF de Andros a dit maintenant c'est comme ça. Voilà. Vous pouvez être fier de ça. Et j'ai entendu qu'il voulait une loi un peu plus top-down aussi pour être sûr qu'on arrête de gâcher de l'eau et de l'électricité et même de la tonne carbone. On va rester dans la circularité. Romain avec un polo qui dit un polo qui dit Circular Place. J'imagine que toi aussi la circularité te tient à cœur. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as mis en place une solution et à quelle vitesse, et aussi comment tu mesures les bénéfices de cette solution circulaire? Bonjour à tous. Donc nous, on est Circular Place, je suis Vincent, je suis cofondateur et on agit aux côtés de nos clients pour les aider à s'engager dans le réemploi. Alors le réemploi, c'est
un mot un petit peu difficile à comprendre pour beaucoup. On parle souvent de recyclage et le réemploi vient avant. L'idée, c'est comment on va pouvoir, au travers d'une solution digitale, trouver des opportunités de réemploi pour nos clients préalablement au recyclage. Il y a de multitudes d'opportunités, elles peuvent se trouver en interne dans une entreprise. Souvent, il y a un défaut d'information sur la disponibilité d'un asset et le réemploi possible au sein d'un grand groupe ou d'une entreprise, plus simplement. Et puis ensuite, il y a l'opportunité de donner à ses collaborateurs, il y a aussi l'opportunité de revendre cet asset, de le donner à une association avant potentiellement de le recycler. Et nous, c'est ce qu'on est venu digitaliser au travers de nos outils pour faciliter la vie de nos clients à trouver des opportunités de réemploi. Alors nous, on travaille sur la base d'une loi, qui est la loi AGEC, la loi anti-gaspi pour une économie circulaire, qui interdit aux entreprises depuis 2022 de recycler sans avoir préalablement cherché à réemployer. Et donc c'est ce qui nous a permis de nous lancer. Et je dois vous avouer que malheureusement, la loi n'étant pas très contraignante aujourd'hui, malgré des décrets incitatifs, on va dire que c'est pas sur ce prisme-là que nos clients s'engagent. Ce qui les engage le plus, c'est les économies qu'on va leur permettre de générer, mais aussi l'impact. Être en capacité de mesurer l'impact qu'ils vont avoir au travers de leurs opérations de réemploi. Pour vous donner un exemple, on a, il y a 2 semaines de ça, réemployé les produits de la tour Saint-Gobain. Donc ils ont changé de prestataire de restauration et dans ce cadre-là, on a été amené à réemployer 20 000 équipements au sein du réseau de Sodexo, qui est aussi un de nos clients. Ça a dû prendre des semaines. Alors, c'est allé très vite, pour être honnête. Donc, on avait adressé les collectivités, au sein du groupe Sodexo, toutes les antennes collectivités, et tout est parti en près de 2 heures. Voilà, sur une centaine de lots, donc c'est plusieurs tonnes de kilos CO2 évités, et surtout une opportunité pour eux de faire du réassort sur des produits de seconde main qu'ils n'auraient pas forcément pu acquérir. Et donc tout ça à titre gratuit, puisque la plateforme permet de se proposer sous un format de don en interne. Et alors, en préparant aussi, ce qu'on voit, c'est que dans notre vie quotidienne, que ce soit Vinted, eBay, etc., on a tous individuellement, personnellement, pratiqué de la seconde main. Pas forcément à haute dose, mais en tout cas pratiqué de la seconde main. Et alors, paradoxalement, de ce que tu me disais, les entreprises, eux, ont eu un peu plus de mal à s'y mettre. Et il a fallu une loi, et puis maintenant des outils comme le tien, pour que ça bouge. Quel était le pourcentage il y a quelques années? Où est-ce que tu vois le curseur évoluer? Alors aujourd'hui, les statistiques sont assez édifiantes. Les individus, c'est 82% des personnes qui déclarent avoir fait un acte de seconde main en 2023. Les entreprises, c'est 2%. Donc il y a un gap qui est assez incroyable et pourtant les entreprises sont composées d'individus. Alors qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les entreprises ne s'engagent pas davantage et pourquoi elles ne s'engagent pas dans le réemploi? Déjà parce qu'elles sont mal outillées, donc c'est un besoin auquel on vient répondre. Puis il y a tout un tas de freins sur l'assortiment de nouveaux équipements, toutes ces choses-là, des problématiques de conformité, de fonctionnement, avec des biais cognitifs qui font que certains s'imaginent qu'un produit de seconde main est nécessairement moins bien ou moins durable qu'un produit de première main. Et donc voilà, ce sont ce type de freins aujourd'hui qu'on essaye de lever auprès de nos clients pour faire avancer les sujets. Je crois que la fiscalité est venue aussi aider un petit peu à tenter les gens. Si on veut donner un bien à une association, plutôt que de le jeter, puisque maintenant c'est sanctionné, hein, c'est 15 000 € d'amende si vous jetez ou vous recyclez alors que vous n'avez pas essayé de réemployer. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un don à une association? Alors effectivement, en France, on a des mesures incitatives sur le don aux associations, dans le cadre des dons en nature, à hauteur de 60% de la valeur du produit. Donc aujourd'hui, je donne à une association comme Emmaüs, Croix-Rouge ou Secours Populaire, qui sont présents sur nos plateformes, vous avez la possibilité d'avoir un reçu fiscal en échange et de bénéficier d'une déduction d'impôt en fin d'année. Et donc effectivement, c'est venu renforcer tout ça. Je voudrais revenir sur la notion de mesure d'impact, puisque c'est le sujet ici. Nous, on a un calculateur qu'on a co-développé avec l'ADEME qui nous permet aujourd'hui de mesurer sur l'ensemble de nos transactions les kilos CO2 évités. Alors vous demandez sans doute comment on fait ça. On fait ça sur 3 prismes. Un premier, lié à la non-reproduction de ce produit, donc on va offrir un second usage à ce produit, puis on va éviter aussi sa destruction, donc ce sont les 2 premiers biais. Et ensuite, on a le transport, puisqu'on va déplacer un produit d'un point A à un point B, et donc on va venir minorer les kilos CO2 évités, et donc on produit des bilans RSE à destination de nos clients, de manière à ce qu'ils prennent conscience aussi. Il y a aussi une dimension éducative dans nos outils, donc les collaborateurs d'un groupe comme Sodexo qui ont accès à notre plateforme, aujourd'hui à chaque fois qu'ils font une transaction, on va les sensibiliser sur
le nombre de kilos CO2 évités liés à cette transaction et ce que ça représente. Et aujourd'hui, on voit que c'est important d'éduquer sur la nécessité de changer. Et donc, on crée des challenges en interne pour essayer de favoriser au maximum l'engagement des collaborateurs sur ces thématiques. Et donc, on a parlé de quelques grands groupes, Saint-Gobain, Sodexo. Est-ce que les PME sont tentées par ta solution? Est-ce que tu as des exemples concrets autour de PME ou d'ETI même? D'ETI ou même de PME? Alors, on en a de nombreux. Je vais prendre l'exemple d'une opération qu'on a fait la semaine dernière pour un organisme qui s'appelle Elena Santé, qui est un groupe d'EHPAD, où on a réemployé des équipements dont ils avaient fait l'acquisition et pour lesquels ils s'étaient rendus compte qu'ils n'avaient pas forcément de besoin. Et donc, on les a redistribués en local, dans un giron de 25 km, et on a trouvé preneur sur l'ensemble des produits en moins d'une journée. Et tu parlais de transport, mais ça vient détruire une partie du bénéfice, parce que si les biens, même si un rayon court, doit être transporté, j'imagine que ça produit du carbone. Est-ce que tu l'intègres dans ton calculateur carbone? Alors, c'est pleinement intégré, effectivement. Aujourd'hui, sur tout ce qui est, on va dire, en relation de proximité dans des agglomérations assez denses, là, en l'occurrence, l'opération était sur Bordeaux, donc on a un prestataire qui fait du 100% décarboné, donc ce sont des véhicules électriques ou à hydrogène qui vont transporter les matériaux. Ça marche très bien dans les agglos. Après, quand on fait de l'inter-agglo, là, ça devient plus compliqué et on passe par des prestataires, mais par contre, on va compenser. Donc le but, c'est 100% décarboné, soit en in-setting, soit en out-setting. On essaye, malheureusement, il y a une limite à l'électrique aujourd'hui. Aujourd'hui. En tout cas, c'est dans la bonne direction. Et en tonnes carbone évitées, est-ce que tu as un objectif personnel ou collectif avec l'équipe de tonnes carbone évitées ou de nombre d'années? Tu le mesures aussi peut-être en nombre d'années d'usage en plus pour les équipements concernés? Alors nous, ce sont les tonnes de nos clients qu'on mesure. À notre échelle, aujourd'hui, on ne fait que fournir des outils pour aider nos clients à décarboner. L'objectif qu'on s'est fixé pour 2030, c'est 100 000 tonnes. Donc c'est très ambitieux, mais on y croit. On a l'internationalisation qui arrive. On a signé notre premier client en Espagne la semaine dernière. Et on pense que la solution Circular Place peut très facilement se diffuser. Merci beaucoup. Juste un autre point de contexte. Moi, je ne le savais pas il y a 2 ans ou même il y a 1 an. Il y a 3 R qui se battent. Est-ce que vous connaissez les 3 R du rien ou du reduce, ensuite du reuse, et puis le troisième, le recycle. Voilà, je pense que la plupart le savent, mais mon but c'est que ça soit partagé. Moi, dans ma tête, il y a encore quelques années, le recycle c'était quelque chose de bien, parce que c'était mieux que de mettre à la poubelle. Ben non, en fait, quand vous parlez aux gens du reuse, recycle c'est presque le diable, parce qu'on dit que ça va être recyclé, mais en fait ça va parfois être enfoui parce que le goût de recyclage est trop fort, etc. Donc il y a une vraie bataille, une vraie hiérarchie entre ces 3 R. S'il peut ne pas y avoir d'emballage, c'est encore mieux, ça c'est le rien ou le reduce. Si on peut le réemployer, c'est le deuxième mieux. Et au pire, entre guillemets, on recycle. Et puis normalement, le quatrième qui est on enfouit ou on brûle n'existe pas. Voilà. Peut-être pour rester sur les startups et on se descendre un petit peu de hauteur. Zeil, qu'est-ce que Zeil fait pour les PME, les ETI et puis peut-être les grands groupes aussi? Et notamment, est-ce que c'est plutôt sur la décarbonation ou la circularité? Ou au-delà? Ou au-delà. Alors bonjour à tous, pour ma part je suis Noël Boza, le fondateur de Zeil, qui est une plateforme, je vais présenter en 30 secondes, qui permet de simplifier au maximum toute la gestion des indicateurs et référentiels ESG, RSE et d'impact. Pour en gros utiliser la technologie pour diviser par 3 à 5 le temps qu'on passe sur la compta ESG, la compta carbone, la compta impact, et pouvoir se concentrer sur ce qui compte vraiment, qui est la transformation de son modèle et devenir petit à petit une entreprise qui a un impact positif ou qui est une entreprise à impact, qui fait exclusivement un cœur de métier à impact. Donc en quelques chiffres, on accompagne à peu près 7000 entreprises, toute taille, tout secteur, en France mais pas que. Et comme ça fait quand même pas mal de temps qu'on existe, on commence à avoir une petite expertise sur la définition des indicateurs, des enjeux d'impact RSE et ESG. On a par exemple créé le référentiel de sobriété du gouvernement pour le plan de sobriété, il y a 2 ans. Ce qui veut dire qu'on a quand même un peu de bouteille pour définir ce que c'est que l'impact par rapport à l'ESG et la RSE, comment on le mesure et surtout comment on se sert de ces mesures, parce que c'est là tout le combat et tout le sujet du sommet de la mesure d'impact. Alors je ne vais peut-être pas rentrer en détail de tout ce que fera Zeil, peut-être on en parlera à la fin, mais peut-être pour commencer sur un sujet intéressant, c'est qu'est-ce que c'est que l'impact par rapport aux anciens termes qu'on avait en tête comme la durabilité, la RSE et l'ESG. La RSE, c'est très macro, c'est l'ensemble d'une démarche de réduction des impacts négatifs d'une entreprise.
Et pour mesurer l'impact et la RSE, on va avoir en gros deux types d'indicateurs. On va avoir les indicateurs de moyens, des indicateurs narratifs qu'on peut retrouver dans des référentiels assez connus, comme Bicorp ou Ecovadis ou les ISO 26000. Mais ces indicateurs-là vont se mesurer avec des cases à cocher, avec des paliers, ce qu'on appelle le semi-narratif, pour prendre l'exemple de la CSRD. On n'est pas vraiment sur des indicateurs très chiffrés, très quantitatifs, des pourcentages, des ratios et des valeurs. L'impact, contrairement à la RSE, se concentre principalement sur des valeurs chiffrées. Tonnes de CO2, litres d'eau, matière évitée, et ainsi de suite. Et donc quand on fait de l'impact, c'est quelque chose qu'on mesure, c'est quelque chose qu'on va pouvoir comparer, qu'on va pouvoir suivre. Et dans l'impact, il y a deux grands pôles. On va avoir la réduction d'un impact négatif. Par exemple, je suis client de Carton Vert, en passant par eux, je vais réduire mon impact négatif. Et il y a entreprise à impact. Entreprise à impact, c'est Carton Vert, c'est quand mon cœur de métier produit exclusivement un impact positif chez mes clients. Donc en gros, scope 3. C'est à chaque fois que je vais vendre 1 euro d'un produit ou service, ça va générer un impact positif chez mon client, ça va lui permettre de réduire son propre impact négatif. Donc maintenant qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on mesure réellement l'impact et qu'est-ce qu'on doit prendre en compte en fonction de son secteur d'activité? Beaucoup de corporates, de PME, de TI vont parler d'impacts qui sont très souvent un peu décorrélés de leur cœur de métier, de ce qui compte vraiment. Et si on veut vraiment mesurer l'impact, il faut d'abord commencer par se poser la bonne question. Quels sont les enjeux principaux par rapport à mon cœur de métier, par rapport à ce que je vends, à mon produit, mon service ou mon business model? On a des entreprises qui vont dire que j'ai eu un impact génial parce que je fais du charbon ou je fais du béton et j'ai fait une collecte de 1000 jouets pour les sans-abri avec mes salariés en fin d'année. C'est pas l'impact. C'est pas l'impact parce que ce n'est pas un enjeu matériel important pour le cœur de métier. Cette étude de matérialité des enjeux clés par rapport à mon activité, ça, heureusement, la CSRD, qui est la nouvelle réglementation européenne, l'impose à toutes les entreprises qui ont plus de 250 salariés. Et donc, j'espère qu'on va voir quand même que les entreprises vont y voir plus clair sur qu'est-ce qui compte vraiment par rapport à mon cœur de métier, ce que je vends comme... De l'anti-impact washing ou greenwashing. Anti-impact washing, exactement. Greenwashing, même s'il y a d'autres façons de le faire, et ça je vais y venir dans un instant, c'est de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui compte pour mon secteur? Je suis dans l'énergie, l'impact sur le climat, il est matériel, c'est le plus important. Je suis agriculteur, climat, c'est peut-être moins, c'est un peu plus secondaire que l'eau et la biodiversité. Je fais du recyclage de carton. Du réemploi. Recyclage et du réemploi. Je peux très bien dire, bah moi, mon carton, il n'est pas recyclé. Et donc, en fait, il va consommer moins d'eau et il va émettre moins de CO2 que celui qui fait des cartons recyclés. Si on regarde le carbone et l'eau sur les emballages, bah, on se rend compte que le recyclé, c'est moins bon que le neuf. Et du coup, si on prend vraiment en compte les enjeux matériels du carton, c'est les matières et c'est la pollution, qui est de très loin ce qui est le plus important. Et donc, si on veut vraiment comparer deux solutions, deux impacts, il faut se poser la bonne question, des bonnes unités de mesure, des bons enjeux par rapport au secteur d'activité. Le bon prompt, si on parlait d'intelligence artificielle. Le bon prompt, oui. En gros, non. Bon prompt, la bonne analyse de matérialité, d'impact, pour ceux qui connaissent un petit peu le suivi de la CSRD. Et ça, c'est très important parce que ça permet d'éviter de faire des conneries. Parce que souvent, on va développer quelque chose qui est trop loin de réalité et on va chercher des mauvaises idées. En se séparant bien les enjeux matériels, on sait que le réemploi, c'est infiniment mieux que le recyclage est normalement mieux que le neuf, mais ça dépend des produits, ça dépend des matières, ça dépend de beaucoup de choses. Et donc, il faut vraiment avoir une approche sectorielle par activité pour se poser ces bonnes questions. Et maintenant qu'on a dit ça, il y a deux façons de mesurer l'impact pour deux usages. La première étape, dans tous les cas, c'est de mesurer les impacts absolus, c'est des chiffres. Tonnes de CO2 évitées, litres d'eau économisés. Il y avait la question des tonnes de matière qui ont été évitées à la poubelle. Ça, c'est pas mal, mais ça va justement entraîner de l'impact washing. On peut avoir Uber qui a dit, bah, moi c'est trop bien, avec mes véhicules électriques, j'ai économisé 100 000 tonnes de CO2 l'année dernière dans le monde. D'accord. 100 000 tonnes, ça a l'air énorme. Mais concrètement, vous avez combien de véhicules électriques? Il y en a 2%. Et par trajet, comment on le relativise cet impact pour le rendre comparable? Et c'est là qu'il faut toujours compléter un impact absolu, un volume, mais qui ne veut rien dire parce qu'il n'a pas de contexte, avec une relativisation de cet impact pour le rapprocher d'un service rendu. Par tonne de carton, qu'est-ce que ma solution de réemploi permet par rapport au recyclage ou par rapport au neuf? En tant que VTC, quel est l'impact carbone
par passager kilomètre. Ce qui permettra aux salariés, qui permettra aux clients, qui permettra aux investisseurs de dire entre ces deux solutions, celle-là est 10 fois plus petite, mais par service rendu, sa solution a un meilleur impact. Et il faut aller jusqu'au bout de cette chaîne, de relativiser ces impacts si on veut vraiment piloter les bons indicateurs, développer les bonnes innovations de produits ou de services et pas faire d'erreur en quelque sorte dans ces choix. Et c'est avec ces indicateurs relativisés, intensité carbone, consommation d'eau, matière évitée, qu'on peut véritablement piloter son impact, piloter la manière dont son entreprise fonctionne, pour essayer de trouver à chaque fois la solution, le produit, le service, ou tout simplement développer une innovation de business model qui va avoir le meilleur résultat comparable pour apporter le meilleur impact sur la société et sur l'environnement. Pour vous donner une métrique que j'ai trouvée en préparant un panel, pour les banques, une des métriques qui commence à émerger, c'est le nombre de tonnes par million financé. En moyenne, les banques sont autour de, je crois, 400 ou 450 tonnes par million financé. Et le crédit coopératif qu'on a eu ce matin, parce qu'ils ont exclu toute l'énergie carbonée et qu'ils ont pris un certain nombre d'autres mesures, ils sont à 130 tonnes par million évité. Là, on parlait sur les transports de passagers. Il ne faut pas juste regarder la flotte des 2% de véhicules électriques, mais sur toute la flotte de véhicules, carbonés ou pas carbonés, quelle est la tonne par passager. D'accord ? Et ça permet aussi de comparer une petite entreprise ou une grosse entreprise, parce que peut-être que la petite, elle fait moins de tonnes de carbone, mais elle pollue plus par passager, et parce que la grosse flotte a décarboné entièrement sa flotte. Voilà, donc trouver le bon indicateur. Voilà. Et alors justement, ce matin, Emmanuel Faber était assez inquiet pour les PME. Il a manifesté son inquiétude sur le fait que les PME n'allaient pas pouvoir encaisser le choc CSRD. Est-ce qu'avec des logiciels comme le tien ou concurrents ou autres, on peut partir du tien, quel est le temps homme économisé? Tu parlais de ton impact, pas l'impact de tes clients, mais comment tu fais pour que ta solution aide les PME et les outils à encaisser ce choc réglementaire? Je te confirme que je vais pas présenter ceux de mes concurrents. Concrètement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est en mesure de centraliser tous les modèles de reporting des référentiels CSRD, Carbone, Ecodis, Bicorp, ISO au même endroit, et on vient unifier tous ces référentiels pour éviter aux entreprises la double saisie et la complexité dans les calculs, dans le double reporting, dans la complétion des dizaines d'Excel chaque année. Donc je remplis un questionnaire que tu as défini, et ça remplit mon label Bicorp, mon label bas carbone, je sais pas quoi. CSRD, ça fait les calculs, ça fait les pourcentages. En fait, ça crée toute la donnée dans tous les modèles que j'utilise. Et l'objectif, notre cœur directeur, c'est de diviser par 2 à 5 le temps qu'on passe justement sur ces tables tâches à faible valeur ajoutée, cette compta ESG à la papa, pour pouvoir libérer du temps et de l'argent sur ce qui compte vraiment, qui est de piloter son impact. Et on a notre propre méthodologie. On a développé, alors c'est pas une IA, on parle d'IA tout le temps, mais c'est pas une IA, c'est un algorithme qui va être capable d'aller identifier pour n'importe quelle entreprise les enjeux les plus importants. On a des, alors il ne faut pas que je dise le chiffre de 585 millions, mais des millions de résultats possibles. Et en face de chacun des enjeux pour chaque cœur de métier, on va aller identifier quelles sont justement les bonnes unités, les bonnes valeurs à mesurer pour voir où en est mon impact et est-ce qu'il est bon ou moins bon par rapport à l'état de l'art de mon propre secteur. Que je sois dans les data centers, la pêche de coquillages ou la fabrication des tracteurs, avec à chaque fois des indicateurs sur mesure pour aller mesurer mon impact. Et il faut 3 mois de Capgemini pour paramétrer le logiciel? Il se paramètre dès l'inscription en quelques clics. C'est l'intérêt justement pour démocratiser l'impact chez les entreprises. Je me permets d'intervenir parce que chez nous on utilisait de façon assez basique et ça nous a permis surtout de prendre conscience de ce qu'on faisait, de quelle était notre marge de progression et surtout on a eu un plan d'action. Et ça c'est vraiment top, c'est qu'on sait ce qu'il faut qu'on change et quels sont les jalons qu'on se fixe pour évoluer et améliorer notre score. Je t'afficherai le chèque à la fin chez Zei et je l'ai ravi. Pourquoi ces 3 lettres, Zei et Zei? Pourquoi pas. Et le logiciel est plutôt conçu pour des PME, plutôt des ETI ou plutôt des grands groupes? Dernière question avant de passer à la ligne. Alors on a 80% des 7000 entreprises qui ont moins de 100 salariés, donc ça marche très bien pour les TPE-PME qui justement n'ont pas envie de mettre 15 000 € dans un démarrage d'émission. Mais on a aussi des très grands groupes qui s'en servent pour fluidifier, centraliser tout leur référentiel, Maïf, Chopard, Cointreau, BPI France dernièrement. Donc ça marche pour à peu près tout le monde. Ok, merci beaucoup.
Et alors maintenant, on va pouvoir avec vous. Zéro emmerde d'impact. Zéro emmerde d'impact. On va passer un peu parler de politique publique. Votre champ d'études, c'est celle-ci. C'est notamment les questions de réindustrialisation et aussi de choix de politique publique. Comment vous voyez les cartes du gouvernement ou les cartes des autorités locales, puisque vous connaissez bien aussi les territoires, pour justement maximiser l'impact, le généraliser et éviter des impacts négatifs, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors bonjour, merci pour l'invitation. Alors je suis très contente parce qu'on a entendu 4 excellents élèves de l'impact, donc il fallait être optimiste et en effet ça donne envie. Mais peut-être que, comme tous les chercheurs, je vais un peu tempérer cet optimisme pour essayer justement de dégager des marges de progrès peut-être. Alors, premièrement, pour rester dans les bonnes nouvelles, je rappelle que depuis le milieu des années 90, le PIB français, globalement, s'est très fortement décarboné. Par unité de PIB produite, les émissions de carbone ont beaucoup baissé pour des raisons d'ensemble, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de gains de productivité grâce aux progrès techniques qui ont été réalisés. L'économie française s'est désindustrialisée, donc par la force des choses, il y a eu moins de CO2 émis. L'efficacité énergétique également s'est améliorée et il y a eu bien sûr les délocalisations qui ont conduit au fait qu'aujourd'hui le carbone importé est plus important que le carbone produit en France. Alors, il y a eu des chocs externes qui ont également contribué à ça. On l'a vu récemment avec la hausse des prix de l'énergie. Le signal prix a très très bien marché. Les consommations ont fortement réduit en 2022-2023. Mais beaucoup reste à faire pour atteindre les objectifs climatiques de la France avec la neutralité carbone pour 2050 et la baisse intermédiaire de 55% à horizon 2030 pour les gaz à effet de serre. Alors, on l'a entendu de manière subliminale, les grands pollueurs sont quand même les grands groupes en France, ce qui est logique puisqu'il y a un effet taille, ArcelorMittal, les cimentiers, enfin on les connaît. Et a priori, on pourrait se dire, mettons l'ensemble des efforts sur les plus gros pollueurs. Et finalement, le reste s'adaptera par les incitations, par une forme de ruissellement, si on peut réutiliser cette expression, qui, par les contraintes qui pèsent sur les grands groupes, se diffusera au PME. Pardon. Alors, oui, mais évidemment, ça ne suffit pas. Et l'entrée par les PME et ETI est quand même importante puisque tout dommage environnemental évité, c'est un gain environnemental, un gain climatique en plus. Alors, par quoi ça passe? Par 2 canaux qui ont été très clairement identifiés par mes collègues du CIRED, donc un des laboratoires du CNRS, de l'École des Ponts, de l'INRAE, etc., qui est dans l'Est parisien. Un truc très chic, quoi. Un centre très chic. C'est pour la bouteille. C'est pas forcément très très chic parce que les locaux sont très vieux puisqu'ils datent de l'exposition coloniale. Donc vous voyez, c'est pas mais des chercheurs très chics à l'intérieur. Basse qualité environnementale. Et oui, il y a de très très bons chercheurs dans ce centre. Et donc les deux leviers, c'est efficacité et sobriété. C'est pas alternatif, c'est oui, il faut les deux. Alors l'objectif, c'est bien de consommer moins. On l'a entendu à travers la présentation des 3 R qui a été faite. Prélever moins, polluer moins, et cela suppose d'innover. Donc on est bien dans la démarche d'innovation, mais pas innover n'importe comment. Enfin, lorsqu'on entend aujourd'hui que pour décarboner l'économie, il va falloir ouvrir de nouvelles mines et donc prélever plus et
polluer plus. Il y a quand même une contradiction interne qui est assez gênante et qui prouve que les relocalisations de mines dont on parle actuellement en Europe, qui devraient servir à couvrir 10% des besoins en matériaux rares, donc on est quand même loin de la souveraineté qui est présentée, ce n'est pas forcément la meilleure voie que l'on puisse exploiter. Alors, par rapport à cette voie un peu technophile qui conduit finalement, vous connaissez la citation du Guépard, il faut que tout change pour que tout reste comme avant. Donc, on va ajouter finalement des segments dans les processus de production pour dépolluer, ce que certains appellent les technologies de bout de tuyau, mais le cœur du modèle ne va pas changer. Donc, comment travailler sur ces formes d'innovation qui appellent une bifurcation des entreprises? Bien, c'est à travers les 3 R. Certains on ajoute un 4e désormais, le R de Regenerate, qui est le stade supérieur encore de l'activité des entreprises. C'était un petit effet de surprise. Et donc là, on a une ligne qui est quand même plus intéressante pour prendre en compte le changement global, le changement climatique global et les bouleversements locaux du climat. Alors il y a des entreprises de toute taille qui sont déjà engagées dans cette démarche. Donc les 4 exemples et leurs clients ont été cités et font partie des bons élèves. Je réutilise l'expression, c'était un peu prof, mais tant pis. Mais on voit que ce sont des entreprises de toute taille qui sont engagées dans ce processus, qu'il y a des réseaux qui sont constitués, qui sont opérationnels, qui font des recommandations également intéressantes auprès des pouvoirs publics et qui donc donnent des outils, ouvrent des modèles pour améliorer les entreprises. Alors il y a 2 questions à ce niveau-là, comme pour toute innovation, qui paie? Qui paie, puisqu'on a un coût immédiat et des gains qui vont être répartis dans le temps. Donc on sait ce qu'on perd tout de suite, mais il va falloir se poser la question du taux d'actualisation des bénéfices attendus. Donc c'est une question hyper classique dans toute la théorie de l'innovation. Et pour vous donner la réponse très vite, la réponse qui est donnée par toutes les théories de l'innovation depuis les années 50, c'est le marché ne peut pas seul donner la réponse et fournir les solutions, il faut une intervention publique justement pour combler les besoins liés à ces dépenses immédiates. Alors il y a 2 outils, les incitations à travers des politiques fiscales d'allègement et des subventions ciblées. Ce qui m'amène à mon 3e point de l'intervention. Que voit-on? Qu'est-ce qui est fait actuellement au niveau des politiques publiques? Eh bien, pour faire court, je dirais beaucoup d'effets d'annonce et finalement encore plus d'inquiétude qu'il n'y a d'effets d'annonce. Alors, je commence par les aides publiques. Les aides publiques, lorsqu'on voit aujourd'hui les postes sur lesquels vont être réalisés les moins 10 milliards d'euros d'économies exigées par le gouvernement pour réduire la dette, eh bien, ce sont des économies qui ne sont pas forcément réalisées là où elles devraient l'être. Je m'explique. On a actuellement 200 milliards d'aides d'euros consenties tous les ans aux entreprises, sans aucune conditionnalité, des aides non ciblées, puisqu'elles s'appliquent globalement à tout un ensemble d'entreprises, qu'il s'agisse des exonérations de cotisations sociales ou aujourd'hui la diminution de la suppression de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Et alors que des entreprises, justement, le mouvement Impact France réclamait
un fléchage de la suppression de la CVAE ou une conditionnalité par rapport à des éco-investissements, ça n'est pas du tout la voie qui a été prise. Tout le monde en bénéficie et les aides sont non conditionnelles. Et on nous annonce en même temps que le budget de l'écologie va être amputé de 2,2 milliards d'euros, alors que c'est quand même une priorité, hein, pour justement rembourser la dette publique. Et pourtant, le Haut Conseil pour le climat presse l'État d'accélérer une transition qu'il juge insuffisante. Alors au Conseil pour le climat créé par le président Emmanuel Macron, hein, donc tous ces gens-là se parlent quand même, et ce même Haut Conseil pour le climat rappelle que la France n'est pas prête à faire face au changement climatique. D'où l'importance de l'action des entreprises. À l'heure des charges, je crois qu'aucun pays n'est prêt. Non, mais bon, c'est pas une excuse. Tout à fait, tout à fait. Donc, face à ces insuffisances politiques nationales, il y a des niveaux d'action qui sont réalisés à des échelons différents. Les collectivités locales, d'abord. Et il reste à parier sur la prise de conscience de ces collectivités locales dont les élus sont les premiers exposés hein, au ressentiment, à l'insatisfaction. Aux inondations, aux sécheresses. Aux inondations, oui, il n'y a pas qu'à Dubaï qui a des inondations. Donc, de plus en plus, elles promeuvent une démarche, elles proposent des dispositifs sociotechniques, elles soutiennent des entreprises pour accompagner le changement des processus de production. Et donc ça concerne l'offre, ça concerne les entreprises, comment faire cette bifurcation, donc comment les aider à passer à l'acte au-delà des intentions. La collectivité, et la deuxième solution. Action sur la demande aussi, okay. C'est-à-dire que la discipline ou le changement de comportement des consommateurs intervient aussi, que ce soit des consommateurs type ménage, que ce soit des consommations intermédiaires pour les entreprises, et le fait qu'on ait des circuits qui permettent justement de réutiliser, qui soient soutenus par les collectivités locales ou par la Banque des territoires, vient aider. Donc, ça peut marcher aussi à l'échelle territoriale, parce que la responsabilité sociale des entreprises, finalement, se double d'une responsabilité territoriale qui est de plus en plus mise en avant par les entreprises. Et cette responsabilité territoriale, finalement, elle est bien à l'échelle des PME et des ETI, qui sont des entreprises patrimoniales hein, pour la plupart d'entre elles, très fortement ancrées ou depuis longtemps ancrées sur leur territoire. Et donc, elles peuvent, grâce aux aides financières, grâce aux incitations et grâce aussi à la recherche d'une image au niveau local, finalement enclencher des changements vertueux. Du coup, face à l'insuffisance de l'État, il va falloir compter sur tout le monde. Des forces locales pour améliorer. 2 minutes pour des questions. Je sentais que vous étiez le plus actif d'entre nous. Oui, moi j'insiste beaucoup pour dire que les grandes entreprises ne sont pas motrices. On a vu ça avec les ETS qui n'ont vraiment servi à rien, alors que les consommateurs sont moteurs. Et si on pouvait demander que ce soit les consommateurs qui demandent l'évolution des entreprises, nous on pousse ça avec le mouvement dont je suis membre, pour le compte carbone, c'est-à-dire qu'on pourrait donner une monnaie carbone à tous les citoyens qui permet de payer les contenus carbone à tous les produits et services qu'on achète. Et de cette façon, les entreprises voient l'étiquetage de leurs concurrents et se mettent à décarboner par stimulation par les consommateurs. Je crois que ça, c'est le consommateur qui gagnera la bataille à la fin. Une partie prenante supplémentaire. Et puis il y aura peut-être un plan européen où on aura quelques milliards, pas pour le Covid, mais pour décarboner et peut-être même aider l'Ukraine, soyons fous. Ben, merci beaucoup, on me fait signe par texto que le temps is out. Un grand tonnerre d'applaudissements pour nos intervenants. Bravo.